Alors, bonjour, bienvenue à ce midi littéraire qui s'intitule « La jeunesse et la révolte ». D'abord, un petit mot sur l'événement d'aujourd'hui. C'est un événement qui est co-organisé par l'Espace de la diversité et le Festival international de littérature, en partenariat avec le Quartier des spectacles qui nous accueille dans ce grand salon, ma foi, très sympathique. Et je me présente rapidement, je m'appelle Marie Brodeur-Gélina, puis j'ai la chance de collaborer régulièrement avec l'Espace de la diversité. Et j'ai tout de suite été interpellée par le thème de la rencontre d'aujourd'hui et par aussi les œuvres des personnes invitées que je vous présente sans plus tarder. Alors, bienvenue, mesdames. Alors, j'y vais en ordre alphabétique pour vous présenter succinctement nos magnifiques invités. Alors, Mélika Abdelmoumen, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Alors, Mélika est essayiste, romancière, chroniqueuse, rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises. Elle a notamment été co-lauréate du prix Pierre Vadeboncoeur en 2022 pour son essai Baldwin, et là, je ne sais jamais prononcer le deuxième nom. Styron, mais on peut dire styron. Oui, parce que les mots anglais, on ne sait jamais. Donc, Baldwin, Styron et moi. Et elle vient de publier, de faire paraître le roman Petite ville que j'ai ici. Nous avons ensuite Mme Carole David qui est avec nous. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, Mme David est poète, romancière, récipiendaire de nombreux prix, dont le prix Athanase David en 2020 pour l'ensemble de son œuvre. Et ses dernières publications en 2022 sont les nouvelles Histoires saintes, que j'ai aussi la chance d'avoir. Hein. J'ai beaucoup de PDF pour préparer cet événement, mais j'ai quelques magnifiques livres dans les mains, ainsi qu'un recueil de poésie, le programme double de La femme tuée. Donc, je nomme chaque fois un ou deux titres, mais toutes mes invités, j'aurais pu faire une longue liste. Ensuite, Marie Franklin, est-ce que je prononce bien? Oui, c'est parfait. Bienvenue. Très bon. Merci. Donc, traductrice littéraire spécialisée en poésie et en roman, ainsi qu'en adaptation pour le doublage. C'est vraiment très intéressant de penser au fait que, oui, ça prend toute une adaptation pour ensuite faire le doublage. Elle a notamment remporté le prix littéraire du gouverneur général en 2021 pour sa traduction des poèmes complets d'Elizabeth Smart. Tant de choses à découvrir en littérature. Mémoire d'Acrier vient de publier « Un Égyptien peut-il parler anglais ?» Quel titre? C'était le premier sur ma pile. Qui est une œuvre de Noor Naga, donc traduite par Marie Franklin. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Et nous avons en direct de Londres Véronique Tadjo. Bienvenue. Alors, poète, romancière, universitaire et peintre franco-ivoirienne. Là, quand je bouge, mon micro bouge. Elle écrit aussi des ouvrages pour la jeunesse qu'elle illustre elle-même. Donc, nous avons vraiment des femmes pleines de talent ici. Elle a vécu au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud. Et elle vient de faire paraître « Je remercie la nuit », roman qui se passe surtout en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. Donc, nous avons 4 invités et j'avais le bonheur de découvrir leurs œuvres et de tenter de trouver des questions qui soient pertinentes à la fois pour le thème d'aujourd'hui et pour leurs œuvres. C'était un exercice très intéressant. Et je commencerai justement par la description du thème d'aujourd'hui. Il y a une équipe qui a concocté quelque chose. Donc, il y a quelques mois, une équipe s'est dit « Wow, on va parler de jeunesse et de révolte et de littérature. » Alors, en fait, la question c'est comment la plume permet-elle de donner espoir aux jeunes afin de lutter pour la justice sociale et pour la sauvegarde de la planète que nous leur léguons? C'est comme ça qu'on plante le décor aujourd'hui. Comment la plume peut inspirer la révolte aux jeunes, si je paraphrase?
C'est la première question. On doit répondre en fonction de notre œuvre, de l'œuvre qu'on... Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'évidemment, on va s'inspirer le plus possible des œuvres dont il est question. Oui. Mais évidemment que je pose la question citoyenne que vous êtes aussi. D'accord. Oui. Ben, il bouge. Attends, est-ce que tu peux peut-être le... Est-ce que tu arrives à le... Attends. Je ne sais pas si on peut le... Est-ce que c'est mieux? C'est quand je bouge le Mais problème. même s'il est plus haut, on t'entend quand même, Ça je pense. va? Hein? Comme ça, OK. Parce que quand je bouge... Aïe, aïe, aïe. Excuse-nous, Marie. Oui. Ah, je dois commencer. Bien, en fait, dans Un Égyptien peut-il parler anglais, le titre pose la question, justement, qu'est-ce que... J'élargis plus ma parole, c'est-à-dire que si on ne peut pas parler, c'est là qu'on a un problème. Finalement, c'est peut-être plus ce sujet-là que le livre aborde, c'est sans parole, on n'a pas de pouvoir. Donc, il y a un lien évident entre les deux, je pense que tout le monde le sait. Qui raconte l'histoire, c'est ceux qui ont gagné tout le temps. Et c'est exactement ce thème-là que ça aborde. Donc, je ne sais pas ce que la plume fait, mais je sais ce que l'absence de plume fait dans ce cas-là, en ce qui me concerne. Mais peut-être que vous pouvez élaborer sur l'inverse. Bon, on a parlé tantôt là, d'Histoire sainte. Je vous avais dit par courriel d'ailleurs que bon, ce recueil de nouvelles que j'ai écrit au début des années 2000, mais qui a été réédité récemment et plusieurs fois. Et c'est un recueil de nouvelles qui est souvent à l'étude au cégep. Et bon, il y a un succès parce que c'est les personnages. Quand j'ai écrit ce recueil de nouvelles-là, j'enseignais au cégep, puis mes enfants étaient adolescents. Et donc, j'étais très inspirée parce que je voyais autour de moi, par les ados à qui j'enseignais, ici au Cégep du Vieux-Montréal, donc qui est un milieu assez difficile aussi en même temps. Et les personnages à partir desquels j'ai travaillé sont vraiment inspirés d'étudiants, d'étudiantes que j'ai connus. Et je suis contente que, encore aujourd'hui, des étudiants s'identifient aux personnages. Et donc, c'était pas didactique, mais pas loin. Donc, je voulais construire des personnages dans lesquels les étudiants pourraient être dans une écriture assez fluide, limpide, auquel ils pourraient s'identifier. Donc, c'est pas toujours... Il y a quand même des personnages assez glauques, là, ou assez... c'est pas toujours joyeux, mais en tout cas, il y a une connexion qui se fait. Puis je pense que ça, c'est important par le travail d'écriture, de construire justement des personnages dans lesquels les jeunes, parce que c'est ça le thème aujourd'hui, auxquels ils peuvent s'identifier. Là. Oui, la question de la représentation aussi, de se Oui. sentir reconnu, se sentir Exactement. nommé, représenté. Exactement. Ah, oui. Merci beaucoup. Peut-être que Véronique, moi, je laisse la place à Véronique si elle veut. Je pense Oui, que- merci. Ben oui, parce gentil. que comme être dans un C'est écran, gentil. c'est toujours difficile. C'est vrai, c'est que j'ai choisi très, très tôt de me pencher sur la littérature pour la jeunesse. J'ai beaucoup écrit pour la jeunesse. Et d'ailleurs, quand on dit littérature pour la jeunesse, c'est très vaste, parce qu'on peut aller de la petite enfance aux jeunes adultes. Donc, je me suis toujours un peu préoccupée de cette jeunesse. Et cette fois-ci, j'ai voulu replacer la jeunesse dans le tourment de la politique. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas, on ne se rend pas compte de l'impact que les décisions politiques ou que la guerre ou que les remous politiques ont un impact sur les jeunes et du coup font éclater leurs espoirs. Et ce que j'ai remarqué en Afrique, aussi bien anglophone que francophone, c'est que les jeunes se sentent trahis par, par la démocratie, par un système démocratique qui ne marche pas pour eux. Alors je voulais vraiment avoir des personnages qui illustrent ça et qu'on arrête de penser que la politique, ce sont des idées, des mots, des choses qui ne sont pas sur le terrain et qui impactent directement la jeunesse. C'est intéressant parce que quand on pense à jeunesse et révolte, on voit tout de suite des jeunes révoltés.
Mais votre œuvre nous permet aussi de voir qu'une personne jeune qui étudie, qui veut juste mener une vie normale, peut vivre, peut subir en fait les contre-coups d'une révolte et être même poussé à l'exil dans le cas d'un de vos personnages. Donc c'est intéressant parce qu'en fait il y a vraiment plusieurs angles d'approche pour parler de jeunesse et de révolte. Et j'aime beaucoup que vous souligniez aussi le fait que des décisions politiques, ce n'est pas seulement des mots, mais aussi des conséquences directes sur les gens. Parce que c'est notamment, je pense, le travail d'Édouard Louis dans beaucoup de ses entrevues, il en parle. Hein? Donc, tout de suite, j'ai pensé à ce travail de bien expliquer l'impact de la politique sur les gens. Donc oui, alors ça met bien la table, je pense. Je vous remercie beaucoup. Mélika? Oui, Mélika, on a sauté. Non, mais j'aurais pu répondre à la prochaine. J'aurais pu répondre à la prochaine question. Non, ben, il y a toutes sortes. Ça m'interpelle de toutes sortes de façons ce que vous avez dit toutes les trois. Moi, avant d'écrire le roman qui vient de paraître, j'ai écrit plusieurs essais, beaucoup sur les questions d'exclusion, de politique, de l'impact de la politique dans la vraie vie des gens, notamment les gens qui sont rejetés ou ostracisés pour des raisons de race et aussi pour des raisons financières. Pour ainsi dire, j'ai beaucoup parlé de la situation des Roms en France dans mes 3 livres et j'ai eu la chance, mon livre qui s'appelle « 12 ans en France », où je parle beaucoup de mon implication auprès des familles roms quand je vivais là-bas, et Baldwin, Styron et moi. En tout cas, les 3 derniers parlent de ces questions-là et de racisme. Et j'ai eu la chance que ça soit enseigné dans les écoles à plusieurs reprises. Et puis, pour moi, c'était pas tant... J'oserais jamais essayer d'écrire de la littérature jeunesse parce que ce serait tellement trash que j'aurais vraiment plein de problèmes avec les parents. C'est vraiment... Je suis incapable. Des fois, j'ai eu des idées de personnages de séries jeunesse, puis mes amis riaient de moi en disant « Veux-tu te faire arrêter par la police tout de suite? » Donc, mais en écrivant ces livres-là, sans penser ni à des vieux, ni à des jeunes, bon, ça s'est rendu dans les cégeps, mais il y a même un professeur de secondaire 2 qui a enseigné 12 ans en France. Donc, ça, c'est pour Véronique, c'est la 5e, 2e année du secondaire. Et de voir leur sentiment de révolte et d'indignation devant ce que je racontais. C'était super important pour moi de témoigner. Souvent, dans un des cas, c'était au collège Jean de Brébeuf, qui est une école privée. Et puis, c'est pas parce que c'était, dans plusieurs cas, des enfants, entre guillemets, de familles favorisées, qu'ils étaient insensibles. Au contraire. Puis le prof, justement, avait choisi de me faire venir pour parler de grande pauvreté dans une école privée où c'est plutôt des gens aisés qui vont. D'habitude, pas toujours, des fois, il y a des boursiers. Ça a été mon cas quand j'étais jeune. Et bref, donc ça a vraiment été un moment important. Et puis là, donc, dans le roman qui vient de paraître, qui n'a évidemment pas encore été enseigné ou que ce soit, parce que ça fait trop peu de temps, j'essaie vraiment aussi de réfléchir au poids. Là, c'est la collusion entre l'argent, la politique et les médias, et comment ces 3 choses-là mises ensemble et qui runnent le monde, qui dirigent le monde, notre monde ensemble, peuvent avoir un impact très réel sur la vie des gens. Et donc, disons que j'espère... Il y a des portraits de personnages révoltés, bien sûr, mais j'espère un peu appeler à la révolte. Et je pense que parfois, la révolte est la suite de l'éducation ou de, comment dire, pas de l'éducation au sens d'aller à l'école, mais la suite de, après avoir reçu une certaine éducation ou après avoir eu accès à de l'information, à l'histoire, à la littérature, là, on peut développer un sentiment de révolte parce que tout à coup, on refuse le lieu où on essaie de nous maintenir tranquilles et ne faisant pas trop de vagues. Ouais, voilà. Oui, c'est très fort, très fort. Merci beaucoup. Alors justement, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a parlé de l'impact, notamment de décisions politiques, de comment les médias nous enferment dans une certaine situation et tout ça. Comment tout ça a un impact sur les jeunes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rappeler que la jeunesse est quand même parfois et souvent leader de la révolte. C'est-à-dire que c'est souvent la jeunesse qui nomme, qui prend la rue, qui dénonce, etc. Donc, je voulais qu'on s'intéresse à la jeunesse, pas juste comme réceptive, mais aussi comme
actrice de la révolte. Puis, dans beaucoup d'œuvres que j'ai lues, quelque chose qui revient souvent, c'est les jeunes qui prennent la parole, on l'a dit tantôt, la parole, prendre la parole, c'est déjà un grand pouvoir. Et ils le font notamment sur les médias sociaux. Ouais. Et le militantisme en ligne semble présent dans beaucoup d'œuvres que j'ai lues, les vôtres et d'autres aussi récemment. Donc, j'avais envie de vous entendre là-dessus d'un point de vue de la jeunesse, mais même plus généralement par rapport à la littérature même. Qu'est-ce que vous pensez de ça, le fait de prendre la parole en ligne, ce nouvel outil qui peut mener à une prise de pouvoir, mais dans d'autres cas, comme pour Flora, un exil. Là. Donc, C'est pour ça que le mot plume, tantôt, me faisait tiquer, parce que dans un Égyptien, le personnage principal féminin, Nour, la fille, elle prend surtout, elle porte sa révolte sur les médias sociaux. C'est une espèce de guerrière de la justice sociale en ligne, puis elle se fait canceller à un moment donné parce qu'elle se fait accuser de blackfishing. Tout ça tourne au vinaigre. Là. C'est vraiment une autre façon de communiquer que par la plume dans les années 60, mettons. Ça a vraiment un autre impact parce que ça ne s'adresse pas nécessairement au même public. Donc, oui, pour elle, ça fait ça. Puis il y a la question de la langue aussi. Elle s'en va au Caire. Elle ne sait pas parler anglais. L'Égyptien, elle ne sait pas parler arabe. L'Égyptien ne sait pas parler anglais. Puis il y a comme une espèce de hiérarchie aussi dans les langues qui devient très manifeste. Puis, mais ils ont l'énergie. Ils ont l'énergie qu'il faut pour parler, mais ça aboutit toujours sur une impasse, enfin, dans ce roman-là. Mais voilà. Je vais donner la parole à madame. Oui, le militantisme en ligne, la prise de parole en ligne. Oui, en fait, le personnage, on va dire, principal, Flora, s'attire beaucoup d'ennuis en mettant un message sur Facebook, un post sur Facebook d'une grande naïveté, parce qu'elle pense qu'en se débarrassant des deux belligérants, des deux candidats belligérants, la paix va revenir dans le pays. Alors, donc, elle s'attire beaucoup d'ennuis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que les jeunes, en fait, ils sont un peu dans une bulle parfois. C'est-à-dire qu'ils pensent que la réalité est sur les réseaux sociaux. Et donc, ils sont les premiers étonnés quand il y a un retour de bâton, comme dans le cas de Flora et de son amie, où elles sont obligées alors de se sauver, l'une repartir chez elle dans le nord de la Côte d'Ivoire et l'autre de s'enfuir jusqu'en Afrique du Sud. Donc, le phénomène des réseaux sociaux est vraiment à double tranchant. Ça peut vraiment apporter une conscience et puis aider à la révolte, mais en même temps, il y a quelque chose de faux dedans. C'est pas parce qu'on a un clic que les gens vont descendre dans la rue. C'est ça, exactement. Et c'est ça la grande différence. Parce qu'à la fin, il faut descendre dans la rue si on veut obtenir quelque chose. Et les clics, voilà, ça, c'est pas vraiment on va dire la vraie vie. Donc, les jeunes sont parfois un peu pris dans cet étau-là où ils ne savent plus très bien où ils en sont. Et je pense que ça, c'est une des nouvelles choses de la jeunesse. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que en Afrique, les jeunes sont aussi connectés qu'en Europe. Et donc, ils ont accès à toutes ces informations. Et évidemment, ça change leur perspective, leurs désirs, leurs espoirs et leurs envies. Ah oui, vous faites bien de le souligner, en effet. Ben, ça dépend toujours d'où on parle aussi. Hein? Voilà, donc, on peut parler d'un milieu très privilégié. Je pense que nous, ici, on est quand même privilégiés, n'est-ce pas? Donc, le combat ne prend pas la même forme, même pour les jeunes. Donc, en Afrique, en Europe, ici, je pense qu'il faut faire ces différences-là et ça n'a pas le même impact non plus.
Donc, dans certains pays, ça peut être très dangereux, on le sait, de prendre la parole. Donc, il peut y avoir des conséquences très, très graves. Alors qu'ici, une espèce de forme de laxisme, là, je dirais, là, hein, où, les gens disent des fois un peu n'importe quoi, puis il n'y en aura pas de conséquences. Les gens ne seront pas, entre guillemets, punis, forcés de s'exiler. Donc, moi, je suis un petit peu plus sévère sur les jeunes aussi. Bon, c'est sûr que moi, évidemment, je ne suis plus jeune, mais je regarde ça de loin sur Instagram ou sur Facebook et je vois comme une différence. Moi aussi, je trouve que ça, comme vous l'avez souligné, ça a quand même ses limites aussi. Et donc, on parle à ce moment-là, bon, on a beaucoup parlé d'un militantisme passif. Okay? Donc, quand l'histoire de clics et tout ça. Donc, à un moment donné, ben, il faut vraiment passer à l'action, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Et moi, disons que j'ai un petit peu de difficulté avec tout ça, que ce soit pour les personnes plus âgées ou pour les jeunes. Je pense que les enjeux sont à peu près les mêmes. D'où on parle, qui on est, les conséquences, si on est toujours derrière notre écran à militer. Donc, il ne se passera pas grand-chose. Mais il y a des contextes dans lesquels ça a été très important. Oui. Par exemple, en 2012, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, c'était important d'être là. Les jeunes étaient là. C'est les jeunes qui se sont mobilisés. Évidemment, il y a d'autres. Ça a amené des personnes de différentes générations à s'associer avec eux. Mais 2012, c'était bien les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça fantastique, comment les gens communiquaient entre eux, puis comment on pouvait dire, bien là, à tel point, on va se rencontrer, on va faire ceci, telle action. Moi, je trouvais ça super. Puis pendant le MeToo aussi, j'ai trouvé que là, il y avait comme une charge importante chez les jeunes aussi, parce que c'était pas juste une affaire des jeunes aussi, en même temps, c'est dénonciation, et que ça servait vraiment à quelque chose. Dans d'autres cas, je suis assez perplexe, je pourrais dire. Oui, absolument. Mais je partage, ça me touche beaucoup, ça me rejoint beaucoup cette idée du double tranchant. Dans le roman en question, j'aborde plutôt le côté réseaux sociaux où les gens qui s'excitent derrière leur écran et qui font rien, qui commandent tout, versus les personnes sur le terrain. Là, dans le roman, c'est comme ça que ça se passe, mais dans mes autres livres et dans la vie, il y a eu toutes sortes de situations. Mais je dis double tranchant. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à m'engager auprès de familles roms, je voulais écrire là-dessus. J'étais personne, hein, j'arrivais du Québec en France, personne ne me connaissait, même si j'avais publié des livres ici, je ne trouvais aucun endroit pour publier. Donc, j'ai ouvert un blog, je suis passée par les réseaux sociaux pour faire connaître la situation des Roms, pour ramasser des sous, pour aider. Je me souviens qu'en est, j'ai ramassé une gang de gens pour acheter une voiture à un papa Rom qui était l'endroit où ils dormaient, en plus de leur permettre de se déplacer. Donc, il y a eu toutes sortes de choses comme ça. De mobilisation ou de militantisme qui sont d'abord passés par les réseaux sociaux ou de faire prendre conscience. Mais en même temps, je me rends bien compte, parce que tout ça, ça a commencé pour moi en 2012, là, ça fait plus de 10 ans. Je me suis rendu compte que faire prendre conscience par l'écriture, c'est une chose, mais si on peut, parce que tout le monde n'a ni forcément le temps, ni l'énergie, ni les moyens, mais d'essayer d'aller dans le vrai monde aussi avec ses actions. Puis effectivement, quand Carole disait « ça dépend d'où on parle », vous voyez, moi, ce matin, avant de venir ici, j'ai échangé, j'ai eu un appel Messenger avec une petite fille de la famille Rom que je suis depuis des années, qui erre de Roumanie à la France, à la Roumanie à la France. Là, il venait d'arriver en Roumanie. Puis parce qu'elle est sur Facebook, qu'elle a Messenger, bien, elle m'appelle, elle trouve un endroit où il y a du réseau, puis on peut se tenir au courant, on peut continuer à garder le contact. Donc, c'est sûr que pour ces familles-là, le fait d'avoir, ou des fois, ils vont mettre des nouvelles sur Facebook pour tout le monde du réseau qui les aidait en France, ou pour moi ici, ou pour d'autres qui sont partis en Pologne. Bref, les gens qui les ont connus au moment où j'étais là, certains sont encore en France, d'autres se sont éparpillés partout, mais on a tous essayé de garder le contact. Donc, par les réseaux sociaux, on a des nouvelles, ils montrent des photos du mariage de la fille, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour eux, ça a complètement une autre fonction que pour quelqu'un comme moi, ou tu sais, juste un dernier truc, parce que je ne vais pas prendre toute la place, mais un autre truc qui m'énerve vraiment beaucoup des réseaux sociaux, c'est le fait que, parce qu'on ne parlerait pas d'un sujet sur sa page Facebook, il y a comme l'injonction de s'indigner sur Facebook à propos de certaines choses. Alors que moi, il y a certaines choses qui m'indignent tellement
qui me mettent dans un tel état. Là, je pense par exemple à la Palestine. Je suis incapable de faire un statut Facebook. Je ne dis pas que les autres ne devraient pas en faire, mais moi, je suis pas. Je me dis déjà, il faudrait que je lise 3 bibliothèques d'histoire, de littérature, de philosophie et de politologie avant d'oser parler parce que j'ai l'impression que je ne connais pas assez le sujet. J'ai l'impression que j'ai des lacunes importantes. Et en plus, c'est comme si j'étais dépassée, j'étais sidérée. Et je me souviens d'avoir eu une conversation récemment avec un collègue en disant, mais des fois, c'est trop pour Facebook. C'est mieux de se taire. Et c'est pas parce qu'on n'écrit pas sur Facebook notre indignation sur le sujet sur lequel il est de bon ton de s'indigner aujourd'hui tranquillement dans notre petit bureau à Montréal qu'on n'est pas indigné. Donc ça, il ne faut pas confondre l'indignation Facebook et l'action. Mais parfois, les deux peuvent exister, évidemment. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Je me souviens d'un sketch, je vais juste finir là-dessus, mais je ne sais pas si vous connaissez l'émission Like Moi. C'était une émission à sketch qui se moquait un peu de l'époque d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des personnages qui va être dans la trentaine. Puis il y a un moment où il y a un genre de faux reportage sur 3 personnes qui sont des militants sur le terrain, puis 3 qui sont des activistes Facebook, qui ont des likes, combien de likes ils ont eu, puis comment ils se sont pris en photo. Puis tout le focus est sur eux. Et puis les 3 vrais militants passent pour des losers. Puis c'est tellement drôle, bref. Donc c'était vraiment un truc qui m'a frappée. Je trouvais que ça disait, des fois on passe par l'humour pour dire des grandes vérités sur le monde. Donc voilà. Je vais essayer de retrouver ce sketch. Like moi, mais je pense que ça doit être l'activisme. En tout cas, c'est vraiment très, très, très drôle parce que c'est les 3 qui font juste mettre des likes partout qui passent pour les vrais révolutionnaires. Puis les 3 autres, tout le monde s'en fiche. C'est très Ton drôle. personnage, Simon James, il passe beaucoup par l'humour Oui. pour se révolter quand il y a Oui. son cendrier avec la tête. Oui, C'est oui, tordant. oui, Ça parce marche, que c'est ça. punch. Le personnage principal de mon roman est un journaliste qui s'appelle Simon James, donc qui est journaliste, qui écrit des livres, qui fait des articles, mais qui a aussi une émission de télé satirique. Un peu, je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent Jon Stewart, qui est un satiriste américain, qui est un des plus brillants analystes politiques américains depuis je ne sais pas combien de décennies, mais qui passe par la satire. Ouais. Donc lui, c'est ça. Simon James, il passe par la satire aussi beaucoup pour critiquer la laideur du monde. en Oui, et effet. une fois qu'on a lu, qu'on a imaginé le cendrier, Oui. c'est marquant. Yeah. Quand On vous en dira pas c'est- plus, ouais. mais il y a un personnage qui est un cendrier. Il parle. C'est Un ça, un cendrier qui cendrier. parle. Non, mais il fallait le faire. J'adore. Absolument. Absolument. Alors, c'est fantastique ce que vous dites du militantisme en ce moment et de la prise de parole, parce que ma prochaine question, c'est justement, on a parlé de l'impact que ça peut avoir négatif ou positif, on a parlé aussi là, de l'antagonisme virtuel versus réel, la réalité et tout ça. Et ma question, moi, c'était, la prochaine question que j'avais pour vous, c'est justement, devrait-on dire que la prise de parole, compte tenu de ce que ça peut vouloir dire selon où on se trouve, c'est un privilège ou au contraire, c'est quelque chose d'absolument incontournable, c'est une nécessité? Compte tenu de tous les impacts que ça peut avoir de prendre la parole. Oui. Privilège, nécessité, les deux? Devoir, oui. Ouais. Moi, je ne suis pas sur Facebook, donc je peux pas répondre. Prise de parole en choix. général. Alors, la prise de parole, l'écriture, oui. Ben, comme je disais tantôt, je pense que c'est Je un pense privilège de pouvoir... pardon? Ah, je pensais Ah, qu'il y ok. avait des choses. Je pense que c'est un privilège de prendre la parole. C'est une nécessité, mais encore faut-il être en mesure de la prendre correctement. Parce que au-delà de tout ce qu'on a, toute la technologie, l'accès, bon, il en demeure pas moins que c'est les gens qui savent parler, s'exprimer et qui savent écrire. Aux dernières nouvelles, c'est toujours ça aussi qui constituait une forme de pouvoir. Donc, c'est sûr que si on n'a pas, moi, ça me trouble énormément ce qui se passe en ce moment là, avec les enfants, les téléphones, les tablettes, etc. Donc, des enfants qui ont peine maintenant à tenir un crayon dans leurs mains, donc qui ont plus ce réflexe, ou des étudiants qui ne prennent plus de notes. OK, parce qu'ils peuvent consulter sur des plateformes les notes qui ont été données dans un cours, peu importe. Donc, il y a quand même des scientifiques qui se sont penchés là-dessus, la connexion entre la main et le cerveau. Absolument. Et comment on arrive à mémoriser en même temps qu'on prend des notes en oui. recopiant. Donc, évidemment, c'est un privilège de prendre la parole, mais prendre la parole sur les réseaux sociaux, moi, je reviens tout le temps à ça.
pour moi, ça constitue une très grande inquiétude parce que c'est beaucoup aussi en même temps un leurre. Parce que finalement, ces moyens-là peuvent faire perdre des moyens sur lesquels on a toujours compté, qui sont l'écriture, écrire sur du papier, prendre la parole, s'exprimer correctement. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui, pour moi, sont en train, pas de disparaître, mais en tout cas, on évalue les enfants d'aujourd'hui, puis on dit que d'un point de vue de leurs compétences, c'est un peu ahurissant, puis c'est très inquiétant. Donc, c'est soit des pédiatres qui se prononcent là-dessus, soit des psychologues, soit aussi des professeurs. Donc, la prise de parole, je ne sais pas là, à quel point c'est quand même c'est une prise de parole comme ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça peut valoir aussi? Donc, il y a quand même aussi des limites là. Est-ce que c'est une vraie prise de parole? Est-ce que c'est une vraie prise de parole? Parce que c'est d'un côté, ça a démocratisé, ça a permis à toutes sortes de gens, notamment par les blogs, qui n'auraient pas pu être publiés ou qui n'auraient pas pu d'avoir accès à des lecteurs, puis avoir accès à un public, mais en même temps, tout et n'importe quoi peut se retrouver écrit. Donc, après, bon, il y a tout le rapport à la vérité, puis à la nuance, aux fausses informations, qui est très compliqué aussi. Donc, c'est sûr que c'est... Puis il y a aussi le fait que par exemple, la révolte, on parle de révolte, jeunesse et de révolte. Moi, c'est sûr que je connais des gens pour qui c'est ni possible ni intéressant de prendre la parole. Leur révolte va passer par des gestes. Donc, des gestes de résistance. Quand c'était, par exemple, je reviens toujours à l'exemple des familles roms, parce que c'est un exemple que je connais, mais des enfants qui étaient à la rue et normalement, ils ont le droit d'aller à l'école. Et les mairies en France refusaient de les inscrire à l'école parce que c'était des Roms, ce qui est illégal. Donc là, c'était de retourner à la mairie tous les jours, écœurer la fonctionnaire jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus puis qu'elle inscrive l'enfant. Ou, donc il y a toutes sortes de manières de refuser les injustices pour des gens qui ne sont pas forcément des lettrés, des gens qui ne sont pas forcément en mesure de publier ou de prendre la parole. Donc je pense que oui, peut-être qu'on peut dire que c'est un devoir quand on a eu la chance d'avoir les moyens, la formation, les conditions qui nous permettent de le faire de manière réfléchie, hein, je pense, j'imagine, mais qu'après, c'est peut-être pas la seule façon. Puis oui, puis avec cette espèce d'inquiétude-là, Carole, de comment on fait, on parle de réseaux sociaux, mais on regarde juste dans les journaux qui sont publiés, je veux dire, j'en nommerai pas, mais le nombre de trucs qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas vrais et qui sont violents, qui sont publiés dans des journaux papier, pas seulement ici, en France, partout, et puis qui sont donnés pour la même vérité que des textes hyper nuancés où il y a plein de recherches, mais lus par beaucoup moins de gens. Donc, il y a toute cette question-là aussi dans la prise de parole. Donc, aussi, je vais le faire, mais je représente quoi, moi, ou Carole David, ou nous, comme écrivains, par rapport aux médias Bolloré en France, ou à l'équivalent qu'on a ici, où on n'a aucun poids face à ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'elle vaut, notre parole? C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Mais je voulais juste dire qu'en tant qu'écrivain, écrivaine, je pense que peut-être que notre rôle, c'est d'essayer de maintenir cette culture de la lecture, c'est-à-dire de faire tout ce qui est en notre possible pour que on continue à lire. Et parfois, on pourrait explorer les possibilités des réseaux sociaux, par exemple, parce qu'il y a des gens qui peuvent poster des choses intéressantes et d'autres qui vont toujours essayer de trouver des problèmes partout et de la désinformation. Donc, je pense que peut-être qu'il y a quelque chose à faire là pour aller vers les lecteurs ou trouver des moyens. Par exemple, ce n'est pas du tout les réseaux sociaux, mais je pense, encore une fois, en Afrique, où les livres, on peut les retrouver par terre, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a toutes des librairies par terre où les gens, les passants voient ces livres exposés peut-être sur une bâche ou sur une natte et ils s'approchent, ils les lisent, ils les achètent, ils sont moins chers. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que l'Internet fait peur dans ce sens-là, parce qu'on ne veut pas qu'après les jeunes n'aient plus le temps long.
c'est ça, parce que l'Internet, c'est le temps court, c'est le temps éphémère. Et la lecture, c'est le temps long. Et donc, c'est ça qu'on veut essayer de retrouver. Mais je ne sais pas, moi, il y a des pays où ça se passe assez bien. Je veux dire, où les livres sont encore très importants. Oui, Sont encore très importants. Donc, il y a de je pense qu'il l'espoir. faut lutter pour garder ça. Oui. Et c'est intéressant de rappeler l'importance de la littérature dans la révolte. Oui, Parce Oui. qu'en fait, on vient de trouver le point central de notre discussion d'aujourd'hui. Donc, l'Espace de la diversité, qui est co-organisateur de l'événement, dit qu'on peut lutter contre l'exclusion et contre le racisme Absolument. par le livre. Oui. Donc là, je vois plein de liens. Donc, ça peut être une nécessité, ça peut être un privilège, c'est lié au pouvoir, il y a une responsabilité qui vient avec, il y a des inégalités. Il y avait vraiment beaucoup de pistes de réflexion dans vos réponses et je vous en remercie. Merci. Vraiment. Merci à toi. Alors, il arrive que la prise de parole ou le fait de manifester puisse mettre en danger Oui. la vie d'une personne, la pousse à l'exil. Et ce que j'ai retrouvé dans beaucoup de vos écrits, c'est la question de l'exil. Ça peut être un exil intérieur, hein, ça peut être dans la même ville, ça peut être en soi de sa famille, ça peut être de devoir quitter pour une autre région ou pour une autre partie du monde. Et ça peut être très certainement être lié à la révolte. Donc, j'avais envie qu'on s'intéresse un peu à la question de l'exil du point de vue de la littérature. Alors, en quoi, selon vous, ce déracinement permet d'explorer les souffrances, les espoirs des êtres humains et donc notamment leur révolte? En quoi c'est si puissant que de parler d'exil, intérieur ou extérieur, là, différentes formes d'exil? L'exil, ben, je ne sais pas. C'est sûr que ça dépend d'où on prend la parole, comme vous disiez. Tu sais, la parole est un privilège quand on ne va pas subir des conséquences mortelles de la parole ou d'incarcération. Tu sais, en Égypte, il y a eu 60 000 journalistes qui sont allés en prison, qui sont encore en prison. Je veux dire, c'est sûr que je ne sais pas si je prendrais la parole dans ce contexte-là. Je pas vraiment, remercie non. la nuit. Yasmina, ça va pas. Tu sais, il y a plein de choses qui se passent quand on prend la parole. Puis moi, je n'ai pas les couilles nécessairement tout le temps de prendre la parole. Donc, effectivement, la question de l'exil devient très concrète aussi. Est-ce qu'on le fait pour protéger sa gueule? Est-ce qu'on le fait aussi pour chercher d'autres perspectives, trouver du recul par rapport à notre position de privilégié ou de non-privilégié? Puis est-ce que c'est possible l'exil? Parce que l'Égyptien ne peut pas s'exiler. Il ne parle pas anglais, il n'a pas un sou, il est pogné dans son village pourri. Là. Des fois, c'est pas un luxe que tout le monde a, l'exil. Puis on peut faire un exil intérieur, certes, mais bon, on en fait ce qu'on peut et c'est une question compliquée. Je vous laisse penser. Oh mon Dieu, moi, l'exil est vraiment tissé dans ma vie de toutes sortes de façons. Moi, c'est sûr que le fait d'avoir été 12 ans en France, moi, c'était un exil de luxe, entre guillemets, dans la mesure où j'allais là pour des études. Bon, j'ai jamais trouvé de job en France. Ils n'ont jamais voulu me donner de travail, ni d'éditeur d'ailleurs. Mais mon mari travaillait, j'étais en sécurité, tout ça. Bon, très, très angoissée par la situation politique parce que comme j'étais non-européenne et que je m'appelle Abdelmoumen, c'était pas une période évidente. Ça l'est d'ailleurs encore moins maintenant, mais bon. Et je pense que cette situation de fragilité-là où ça m'a mise, qui était celle que mon père avait connue, tunisien, immigré au Québec, a probablement permis cette espèce de connexion avec les familles roms qui venaient le plus souvent de Roumanie, là, que j'ai rencontrées à Lyon, dont celle avec qui je suis toujours en contact, parce qu'il y a cette espèce de sentiment, même quand on est dans un exil, qui n'est pas défavorisé, disons, mais qu'on se retrouve dans une position sociale où on se sent pas en sécurité. Moi, je me sentais pas en sécurité. Je me sentais pas en sécurité à cause des attentats. Je me sentais pas en sécurité parce que les ministres de l'Intérieur changeaient, puis je savais jamais si mon droit de rester en France allait être menacé. Puis même si je ne mourrais pas de faim, toute ma vie était là-bas. Donc, de te faire dire, là, Marine Le Pen va peut-être rentrer, puis je vais peut-être devoir dégager du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une angoisse constante. Et donc, d'être avec ces familles-là dont l'angoisse était 1000 fois plus grande que la mienne, évidemment, puis ça fait quand même un point de
de rencontres. Et je pense que ça m'a permis d'écrire sur eux. Et donc, quand je dis écrire sur eux, on est à l'ère des stress autour de l'appropriation culturelle. C'est évidemment, j'ai écrit ma rencontre en tant que fille arabe née au Québec qui va en France dans ces années-là et qui rencontre des Roms. Et donc, j'ai raconté l'histoire de ma rencontre avec eux parce que j'aurais pas pu vraiment parler à leur place, même à ce jour. Après, je les connais beaucoup mieux maintenant, puis il y a encore des choses où il faut qu'on s'ajuste les uns aux autres puis qu'on désapprenne. Mais bref, tout ça pour dire que moi, l'exil, ça a été ça, je pense, une espèce de décentrement du regard. Ça m'a un peu, dans mon cas, je suis devenue une personne engagée en allant vivre à l'étranger. Ça m'a sorti la tête de mon nombril, pourrait-on dire. Donc, il y a eu ça, oui, donc c'est ça. Et puis d'écrire, c'est sûr, quand on a vécu ça et qu'on a rencontré des personnes pour qui, là, c'est vraiment... Donc là, ils passent de la France à la Roumanie, ils se font renvoyer d'un, renvoyer de l'autre. Tu sais, c'est vraiment une vie très, très difficile. Donc, de pouvoir en témoigner, c'est important pour moi. J'ai la possibilité de le faire, donc... Puis un mot important que tu as dit, c'est décentrement. Oui. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Oui. Oui, dans mon cas, ça a été ça. Ça a vraiment été... Et puis, c'est très bizarre parce que ça m'a décentré de toute ma petite vie au Québec. Je suis partie en France, je devais avoir 30, 31 ans, mais ça m'a fait comprendre mieux mon père, qui est un immigré tunisien arrivé en 68 au Québec et qui a eu des enfants, ma sœur et moi, et qui a vraiment voulu nous élever à la québécoise. Donc, c'était une époque où il y avait beaucoup le désir d'assimilation, pas seulement d'intégration. Et j'ai pas toujours compris. Ça m'a pris du temps à comprendre son choix, mon père, de ne pas m'avoir appris l'arabe, de ne pas avoir transmis la culture arabe, puis d'avoir plutôt dit je vais élever mes filles comme des Québécoises. Oh, ça soulève des questions vraiment intéressantes. Ouais. Oui. Oui, vous... Oh! Alors, Oui, non, toutes les je deux, voulais- oui. Oui, Véronique? Oui, je voulais juste dire que dans les deux amies étudiantes, alors qu'elles sont prises dans les troubles là, et qui doivent partir, il y en a une, Yasmina, qui s'exile, mais elle s'exile dans son propre pays. C'est-à-dire, avant, elle était dans la capitale à Abidjan et elle s'exile dans le nord, le grand Ouais. nord de la Côte d'Ivoire. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir que parfois, on ne connaît pas d'abord, un, son propre pays, et deux, on peut choisir un exil à l'intérieur de son propre pays parce qu'elle ne se reconnaît plus dans cette vie Ouais, c'est à vrai. Abidjan où elle a souffert de violence. Et l'autre, Flora, qui part en Afrique du Sud, son exil est très douloureux parce qu'elle prend avec elle, elle part avec la guerre en elle. C'est-à-dire, elle part d'une manière très douloureuse. Mais au cours de cet exil qui dure plusieurs années, elle finit par se reconstruire et finalement, cet exil devient quelque chose de positif. Et c'était ça qui m'avait intéressé aussi, de voir qu'on peut vivre l'exil d'une différente façon. C'est-à-dire, au départ, c'était très douloureux pour elle, et puis petit à petit, elle a ouvert les yeux et regardé autour d'elle, et elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle pouvait apprendre et beaucoup de choses qu'elle pouvait acquérir dans son nouveau pays d'adoption, l'Afrique du Sud. Et donc ça a fait un déclic et ça lui a permis de se reconstruire. Donc c'est aussi toute la problématique de la diaspora dont Oui, on parle absolument. beaucoup aussi maintenant. On a compris le côté très positif que peut avoir la diaspora et l'influence que la diaspora peut continuer à avoir euh, dans le pays d'accueil. Oui, il y a il y a vraiment de l'espoir dans cette Donc histoire. c'est juste pour dire que l'exil peut changer de nature. Oui, absolument. Mais l'exil en littérature, c'est fascinant. Par exemple, il y a beaucoup de... Si on prend le cas d'Anne Hébert, qui s'est exilée à Paris, dans le fond, évidemment, c'est un exil particulier. Bon, c'est plus ce qu'on appelle privilégié, mais en même temps, elle a aussi souffert de cet exil-là d'un point de vue monétaire, tout ça, là, quand on lit sa biographie. Mais ça permet d'avoir évidemment un regard très différent sur nos origines, sur les racines. Donc, elle a pu parler du Québec d'une façon quand même extraordinaire dans plusieurs de ses romans parce qu'elle n'était pas là, mais elle était
aussi une exilée de l'intérieur, mais dans un pays francophone, mais c'était sa langue puis c'était pas sa langue en Oui. même temps. Et puis, bon, l'autre exemple aussi, c'est Daniela Ferrière, évidemment, donc de quelqu'un qui est exilé aussi, mais qui regarde son pays d'une autre manière. Donc, probablement que s'il était resté là-bas ou si elle était restée au Québec, il n'y aurait pas eu cette écriture-là, ce regard sur le pays des origines. Absolument. Et moi, ce que je trouve absolument fascinant aussi, ce sont les écrivains qui doivent changer de langue. Donc, ils vont, par exemple, leur langue d'origine, je ne sais pas si c'est l'anglais ou peu importe, ou le français, et qui vont évidemment adopter la langue du pays d'adoption. C'est très violent. Oui. C'est très, très violent. J'ai un exemple, là, c'est une poète italienne qui s'appelle Amelia Rosselli. Elle est née à Londres d'un père italien puis d'une mère, je ne me souviens plus, je pense qu'elle était française. En tout cas, elle parle anglais. Elle parlait anglais, ensuite la langue de son père, l'italien, puis elle a appris aussi le français. Puis sa poésie, c'est très, très difficile à lire là, parce qu'elle conjugue les 3 langues. Hein, donc, c'est un peu, tu sais, des fois, on a l'impression d'être comme dans James Joyce ou je sais pas, c'est vraiment... et puis, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Une autre poète d'origine libanaise, en fait, Ethel Adam, qui, elle, s'est exilée aussi aux États-Unis, donc qui a écrit en américain, donc pas vraiment en américain, sa poésie. Donc, tu sais, qui a fréquenté les Black Panthers et tout ça. Donc, c'est une poésie vraiment de la révolte, mais elle a été influencée aussi par ses lectures, par la poésie française, par la poésie de son pays d'origine. Et ça, moi, je trouve, en tout cas, je trouve ça fascinant. Je trouve que ces exils de la langue aussi, donc il y a des exils comme ça dans d'autres pays, mais il y a des exils aussi d'un autre pays, mais de sa propre langue. Donc, c'est quand même, bon. Puis moi, bon, plus du côté biographique, là, moi, du côté maternel, ma famille du côté maternel est issue de l'immigration. Et donc, c'est sûr que de mon côté, l'immigration, ça a été vécu de façon très, très violente, là, parce que c'était des immigrants économiques, donc qui ont dû renoncer à leur nationalité, qui ont dû... et donc, il y a eu une espèce de transmission là, de cet exil-là. Donc, chez moi, il y a ça aussi, c'est tout le temps... être prise en 2 identités. Donc, moi aussi, une chance, j'écris. Je me considère très privilégiée. Là, et donc, je peux exprimer cette identité-là qui est vraiment, qui a beaucoup de difficultés à se fixer parce que c'est quand même récent. Cette histoire-là. Donc, tu sais, j'ai des témoignages, bon, etc. Comme Mélika, la non-transmission de la langue, la perte de la culture. Donc, c'est... Bon, nous, on écrit, donc on est capable de parler de cette violence-là, parce que c'est une violence assez sourde, mais qui est très, très présente. Là. Donc, elle est là. Donc, non, c'est sûr. Moi, chaque fois que je prends un taxi, c'est le chauffeur, presque chaque fois, le chauffeur s'adresse à moi en arabe, puis là, il faut que je lui explique. Oui, je m'appelle Abdelmoumen. Mais je parle pas. Puis à chaque fois, c'est « Ah, quel dommage! » Puis je le sais. C'est ça. As-tu envie d'apprendre? J'ai envie d'apprendre, mais je ne sais pas où je vais trouver le temps pour apprendre. J'ai essayé d'apprendre l'arabe quand j'étais enfant, mais évidemment, après ça, ma sœur et moi, on s'est révoltés parce qu'on en avait déjà assez avec l'école. Oui, il y a ça en plus. Et ça aurait été très facile, mais maintenant, à 52 ans, apprendre une langue comme l'arabe, avec un horaire de dingue en plus. Donc, je ne sais pas, peut-être à ma retraite, je vais enfin m'y mettre. Mais donc, puis il y a aussi le fait que mon père, donc, c'est la Tunisie sous le protectorat, il est passé par la France avant de venir ici. Donc, il y avait vraiment la transmission de la littérature française. Je ne connais rien à la littérature tunisienne. C'est une honte, mais en même temps, pendant des années, je ne me rendais pas compte de ce qui me manquait. Moi, je me faisais dire « t'es québécoise, t'es québécoise, t'es québécoise ». Donc, hein? C'est... Oui, depuis très longtemps. Moi, j'étais dans l'enseignement des langues à Bucarest, mais j'ai une connexion avec la République dominicaine où on a aidé une fille à devenir médecin. C'est fait. Yes. Qui parle juste espagnol. Comme moi, le matin, en bus, je prends avec la télévision espagnole. Les nouvelles sont aussi mauvaises. Mais oui. je peux parler avec elle maintenant en espagnol.
Oui, c'est ça. Ouais. Tu dois manger à un moment donné. Oui. Mais moi, T'as pas d'excuse, bref. Non, mais moi, mon grand problème, c'est qu'il faut aussi que j'apprenne le roumain parce C'est que vrai. mes amis roumains ont appris le français. Et même, ils sont maintenant capables de m'écrire sur Messenger en français où il y a des petites fautes, là, mais c'est vraiment pas grave. On se parle, je parlais à la jeune, une des plus jeunes ce matin, elle a un français impeccable. Puis moi, je sais dire genre carotte en roumain. Ça n'a aucun sens. Donc, je me suis dit, il y a des applis, là. Avec un hibou, là, que j'allais essayer le roumain parce que je me dis je leur dois bien ça après toutes ces années. Donc le roumain, l'arabe et boy. On s'en redonnera des nouvelles l'année prochaine. Prochaine édition du fil, je vous dirai si j'ai combien de langues de plus ou de mots de plus j'ai. Bien, c'est vraiment intéressant parce que je n'avais pas pensé parler de langue, mais en effet, vous nommez des choses extrêmement importantes par rapport à l'exil, à l'écriture. Puis j'ai tout de suite pensé aussi à la littérature autochtone, qui en ce moment, c'est un grand défi parce qu'on a des poétesses ici, soit qui ont dû réapprendre leur langue maternelle, Absolument. ou d'abord spontanément écrire en français puis réaliser, ah ben non, je crois bien que je vais demander maintenant qu'il y ait les deux langues dans mon recueil de poésie. Donc, c'est un exil qui n'est pas dans les œuvres dont on parle aujourd'hui, mais qui amène aussi ce questionnement là, de la langue des origines versus la langue dominante. Exact. Absolument. C'est vraiment... merci de souligner toutes ces questions-là parce que l'exil de la langue, j'y avais pas pensé, mais en effet, Flora aussi, hein, elle doit s'adapter au fait qu'elle est dans un monde anglophone en arrivant en Afrique du Sud. Donc, oui, puis c'est la question du livre Un Égyptien peut-il Bien parler sûr. anglais? J'ai Donc, hâte de le lire. Oui. vraiment, C'est vraiment. excellent. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Oui, Vraiment vraiment, un chef-d'œuvre. vraiment. Et justement, ce chef-d'œuvre m'a inspiré ma prochaine question. Quand vous lirez ou si vous avez lu Un Égyptien peut-il parler anglais, toute la première partie du livre, chaque chapitre débute par une question. Et des questions vraiment, là, parfois déstabilisantes. Oui. On se demande vraiment, est-ce que c'est possible de répondre à cette question? Toutes sortes de questions très originales. Et je me suis dit, ben voilà, en fait, question un petit peu plus littéraire ou philosophique, qu'est-ce qui est le plus important en littérature? C'est poser des questions ou y répondre? C'est les réponses qui comptent ou les questions? Je pense que ça dépend, on est rendu où dans notre cheminement. Je pense qu'il y a d'abord la question et l'espoir d'obtenir une réponse. Ça, c'est la phase 1. Et je pense que dans le livre de Véronique, il y a une ébullition dans la révolte qui leur donne envie d'avoir des réponses, d'avoir des solutions. Ils ne sont pas encore dans le doute ou dans le recul. Et aussi, avec Petite Ville, il y a des certitudes, mettons. Ouais. Alors que dans Un Égyptien, on est 10 ans, non, excuse-moi, on est 6 ans après la révolte. La révolte n'a pas vraiment marché. Il reste que la désillusion et tout le monde est dans le doute. Tout le monde est... On aurait dû garder Moubarak. Tout le monde est en train d'avoir ce recul-là. Donc, ils sont rendus dans cette saison-là du questionnement. Donc, oui, c'est tout un circuit, question-réponse. Et Noor fait que poser des questions, mais elle n'y répond jamais. Là. Cherchez pas des réponses là-dedans, il n'y en a pas. Mais la démarche même de la question et du doute et du recul est tellement intéressante et surtout très belle parce que c'est hyper poétique, les questions. Sa façon de les formuler, c'est pas clair, mais tu sens ce qu'elle veut dire. Oui, non, c'est super. Oui, non, ben la question. Voilà. La question prime. Pour moi. Ben, je pense que... Moi, j'aime pas les réponses, là. J'aime pas les réponses toutes faites et péremptoires, là. Donc, quand on est en littérature, c'est la fonction de la littérature de ne pas répondre exactement aux questions. Bon, moi, j'écris beaucoup de poésie, là, donc c'est sûr qu'en poésie, on est servi de ce côté-là parce qu'il y a plusieurs possibilités, tu es traductrice de poésie, donc tu peux traduire un poème, quelqu'un d'autre. J'ai déjà assisté à un exercice comme ça. Un prof avait mis plusieurs poèmes à l'étude, je faisais partie du corpus, et puis chaque étudiant traduisait à son façon. C'était absolument fascinant, ça allait dans tous les sens. Puis quand on lit de la poésie, par exemple, j'ai lu beaucoup de traductions d'Emily Dickinson, puis c'est jamais pareil, puis j'aime ça les comparer, j'aime ça voir que, évidemment, c'est une
pas comme la traduction, c'est une réécriture, Oui. on s'approprie un texte, donc il n'y a pas de réponse, Non. il y a pas de réponse possible là, quand on a en littérature. J'ai hâte de lire le livre, hein, des questions comme ça auxquelles... Ouais. Mais c'est évidemment, la ruse de la poésie aussi. C'est la de mettre son- ruse de de la mettre son poésie. message là où elle veut, puis après, Oui, c'est elle ça. peut dire non. Ouais, C'est c'est pas ça. pas ça que je voulais C'est dire, vrai. démerdez-vous. Tu sais. Donc, Puis c'est moi, intéressant. j'ai vécu une expérience assez particulière avec Histoire simple. Alors, maintenant, on ne parle plus de nouvelles, c'est mieux de parler de fiction, là, parce que ça a l'air que les nouvelles, ça pogne moins. Mais bon, je me suis fait dire ça. Pareil. Bon, pareil. Alors, je me souviens qu'avec la traductrice, Dieu ait son âme, elle est décédée, et puis j'avais des grosses discussions. Elle me disait, elle traduisait mes nouvelles, puis bon, une nouvelle, on sait que bon, il y a un punch ou je sais pas quoi, là, en tout cas, peu importe, là, il y a différentes façons de chute. Puis elle me disait, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui arrive à la fin. Mais elle disait, est-ce que tu le sais? Je dis, ben non, je ne le sais pas. Et puis, elle voulait que je rajoute, je m'étais un peu engueulée avec elle, puis elle voulait que je rajoute comme une solution Oh mon Dieu, oui. à À la fin, la fin. résoudre. Mais j'ai dit, voyons donc, c'est pas ça que je veux faire. J'ai Ben dit, je laisse au lecteur le choix de... Puis pour moi, ça vient beaucoup de la poésie aussi. Là. Ouais. Et ben, on avait eu une petite discussion là-dessus, puis je n'avais pas cédé. Je me dis, il est hors de question que j'amène une réponse ici. C'est les gens qui trouveront leur propre réponse. Puis Exact. c'est ça, la littérature aussi. Là. Ouais. On est d'accord. Ben moi, juste dans Petite Ville, ça se passe. Petite Ville, c'est une ville qui n'existe pas. Ça se passe dans un pays qui n'existe pas. Tout le roman est dans un lieu qui est jamais nommé. Puis j'ai eu quelques discussions avec des gens. Mais là, tu devrais vraiment choisir. Ça se passe où? Puis mettre une ville là, puis une ville là, puis là parler de cette ville-là. Je dis mais Dieu, non, je veux pas parce que la incroyable. ville. C'est un composite de toutes les villes que j'ai habitées, de toutes les villes qui m'ont habité. Puis ça peut dire, si je disais que c'était Montréal, il y a toute une partie que je devrais enlever. Il n'y aurait pas Et de donc, crocodile. c'est ça, il y a la question de non, il n'y en a pas de réponse, vous ne le saurez jamais. C'est une ville inventée, c'est un problème sans réponse. Et le mot de la fin par rapport à la question ou à la Oui, réponse? oui, non, je vois le fait qu'on pose des questions souvent, c'est parce qu'en fait, c'est une conversation, la littérature. Oui, c'est vrai. Il me semble que c'est... échange. C'est bien dit, ça. Voilà, on a envie Exactement. que les lecteurs voilà, se sentent concernés par ce qui est dit et puis qu'on commence une conversation et puis il y aura un autre livre qui va aller dans un autre sens et puis on va construire une mémoire. C'est comme ça que moi je vois ça. Je vois ça vraiment comme, voilà, comme la construction d'une mémoire et donc une conversation qui évolue sans cesse. On sait bien, par exemple, qu'on ne lit pas un livre de la même façon à un certain âge et à un autre. Hein. Parfois, le même livre donne des résonances différentes. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans qui fait que voilà, les questions peuvent être reprises, mais dans des contextes différents. C'est Oui. tellement C'est une conversation. magnifique. C'est un parce- très beau mot de la fin. Très belle façon de terminer que de dire que la littérature est une conversation qui construit vrai. la mémoire, notamment. C'est vrai. Wow! C'est exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, en Merci fait, à je dis mot de la fin, mais le mot de la fin pourrait aussi appartenir d'une certaine façon au public, Oui. parce que s'il y a des questions du public, on pourrait en prendre une ou deux. Ne vous gênez surtout pas si vous avez des questions. Ce genre de conversation-là, peut-être que ça ne prend pas de réponse, mais ça pose plein de questions. Et c'est ça la littérature. Et que je suis absolument très heureuse de vous avoir. Merci. Bien, merci Michel. beaucoup. Merci, Michel. Michel. Merci beaucoup, tout le monde. Merci à vous. Merci de nous à avoir tous invités. de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.